Je propose de démarrer par un cadrage un peu de la problématique de la jeunesse. Donc ma présentation s'organise en deux temps. D'abord une approche plus quelle définition, quelle approche conceptuelle et méthodologique de la jeunesse à partir de travaux de sociologie, d'anthropologie, démographie. Et une deuxième partie qui sera plus courte, mais qui sera un rappel des grandes tendances démographiques et économiques, perspectives démographiques et de l'emploi en Afrique subsaharienne. Donc la première partie, la question, comment aborder la question des jeunes en Afrique subsaharienne. Ces approches conceptuelles sont importantes puisqu'elles ont une implication sur les politiques et les types de dispositifs à promouvoir. Donc, comment les différents champs disciplinaires abordent la question de la jeunesse, tant les historiens, les démographes, les sociologues, les anthropologues. Donc, il y a un certain nombre de travaux qui vont être évoqués. Et il y a des travaux aussi, en général, qui combinent ces différentes approches, ce qui est souvent le plus intéressant. Donc, dans cette première partie, il y a trois points importants que je développe. La question un peu des définitions et des catégories à questionner à partir de ces travaux. Le deuxième point qui sera développé, c'est l'allongement de la jeunesse, de cette période de transition à partir d'un certain nombre de travaux. Et le troisième point que je vais développer, c'est la nécessité de prendre en compte la question de la jeunesse en fonction de la place qu'elle occupe dans la société globale et notamment dans des grands enjeux de changement. Donc le premier point, sur la question un peu des notions, des catégories, en sachant que ce sont des notions qui évoluent dans le temps et dans l'espace. Et que la notion de jeune ne peut être définie uniquement par des critères biologiques, et qu'elle doit englober également des variables culturelles, sociologiques, des variables de genre, etc. etc. Donc on peut définir, selon les sociologues et les démographes qui ont travaillé notamment en Afrique subsaharienne, la jeunesse correspond à une période de vie transitoire entre l'enfance et l'âge adulte qui va de la puberté à l'installation dans la vie maritale ou au moins dans une résidence séparée. Donc la définition de cette période est très liée évidemment à des pratiques sociales et culturelles. Donc elle renvoie à des représentations, à des pratiques différentes et ce qui nous intéresse ici, c'est ces pratiques en Afrique subsaharienne. Donc, comment émerge justement la notion de jeunesse en Afrique subsaharienne ? Donc, quelques rappels que certains d'entre vous, bien sûr, connaissent très bien. Dans les sociétés rurales, puisqu'on parle notamment des jeunes ruraux, l'enfance, le statut d'enfant et d'adulte, il y a une nette séparation et il n'y a pas de phase de transition. Donc, traditionnellement, les rites de passage font passer l'individu de l'enfance à l'âge adulte et il n'y a pas reconnaissance d'un état intermédiaire. Pour les filles, ça c'est intéressant parce que la position fille et garçon est complètement différente. La puberté, c'est le passage à l'âge adulte et le passage est tout de suite le mariage. Pour les garçons, des rituels de passage et à l'issue de ces rituels, passage à l'âge adulte, mais forte dépendance encore par rapport aux aînés. Donc le résultat, en tout cas en zone rurale, c'est que dans les études démographiques, une faible reconnaissance, une faible prise en compte de la catégorie des jeunes de 10 à 19 ans, puisque au niveau des populations rurales, à partir de 10-12 ans, les enfants de cet âge-là sont affectés à l'âge adulte ou à l'enfance. Donc il y a souvent une sous-représentation dans les données de cette catégorie de 10 à 19 ans. Autre conséquence de cette non-jeunesse, finalement non-reconnaissance du stade de la jeunesse dans les sociétés rurales traditionnelles, en sachant que ce phénomène évolue bien sûr, mais qu'il est encore présent dans certaines sociétés, c'est aussi le fait que la prise en compte de cette jeunesse, sa prise en charge, est peu considérée et qu'en fait les enfants circulent, il y a une circulation des jeunes à l'intérieur des groupes lignagés. Donc il y a une prise en charge collective, il y a un partage de la prise en charge des enfants et de leur scolarité au sein des groupes lignagés. Donc c'est à la fois des pratiques aussi de renforcement des liens interlignagés. Donc là, on est dans des pratiques traditionnelles, mais c'est important de le dire, qui existent encore dans les zones rurales. Donc, avec un certain nombre d'évolutions et de changements liés à l'urbanisation, la question de la prise en compte, le développement de la scolarisation et la prise en compte des besoins des enfants sort du cadre lignagé et il est demandé aux États de répondre aux besoins des jeunes dans des contextes qui sont actuellement de plus en plus difficiles. En même temps, avec l'urbanisation, les jeunes émergent comme groupe social spécifique.
avec une certaine autonomisation par rapport à la famille, notamment pour les jeunes ruraux. Autonomisation étant donné leur distance par rapport à leur groupe d'origine, leur famille d'origine, autonomie liée à l'éloignement géographique, l'acquisition d'une certaine autonomie financière et d'un certain savoir. Pour les anthropologues, la notion de jeunesse renvoie à un renouvellement de génération, relation intergénérationnelle, mais aussi, bien sûr, si on a une vision non passéiste de l'anthropologie, si on a une pratique non passéiste de l'anthropologie, c'est aussi la prise en compte de différentes formes d'inégalité dans les accès aux ressources, que ces ressources soient d'ordre matériel ou symbolique. La jeunesse, c'est aussi l'appartenance à des groupes plus horizontaux, des classes d'âge ou des classes de circoncis en zone rurale, ou des relations d'amitié, ou des trajectoires communes de conversion, des conversions communes religieuses, qui fait qu'on appartient à un même groupe où les relations ne sont pas hiérarchisées, mais sont plutôt horizontales. Donc les définitions changent selon les contextes, mais c'est important de rappeler ces éléments. Autre point à développer, c'est que cette phase de transition devient de plus en plus longue. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique, on observe ça un peu partout dans le monde, même chez nous. Et je vais évoquer des travaux qui ont été faits à partir d'enquêtes menées dans les années 80-90. Ça date un peu, mais c'est intéressant. Ça a été conduit par des sociologues et des démographes de l'IRD et de Dial, si je ne me trompe. Philippe-Antoine Roubaud, donc, qui ont fait une analyse un peu sur la durée, sur le phénomène de la jeunesse et de cette transition. Si on prend la définition sociologique, la jeunesse correspond au franchissement de 3 étapes. Ils l'ont défini comme ça, et c'est souvent défini comme ça: l'autonomie résidentielle, l'autonomie professionnelle et l'autonomie matrimoniale. C'est 3 éléments que ces sociologues ont mis en avant. Donc ils ont fait une étude, ils ont comparé ces évolutions en ville à Dakar, à Yaoundé et à Tananarive. Les enquêtes ont été menées dans les années 80-90 et ils ont travaillé un peu sur la longue durée. Donc ils ont constaté, en faisant des données aussi quantitatives, qu'il y avait un prolongement de ce cycle de la jeunesse et que ce cycle jouait un rôle important dans la construction de l'identité des jeunes et dans la réussite ou pas de l'insertion. L'autre élément qu'ils ont mis en avant, c'est qu'il y avait une désynchronisation de ces 3 temps, et qu'un jeune pouvait avoir un emploi et résider chez ses parents, un jeune pouvait être marié mais résider encore chez ses parents sans emploi. Enfin, tous les cas de figure étaient possibles. Et que cette situation était bien sûr liée aux dégradations des conditions de vie dans ces 3 villes, liées à un environnement économique de plus en plus difficile. Autre constat de cette étude, c'est qu'avec le prolongement de la scolarité observé un peu partout, il y avait plutôt une corrélation. On constatait que les jeunes plus scolarisés étaient plus touchés par le chômage. Et qu'en fait, l'allongement de la scolarité ne garantissait absolument pas l'accès à l'emploi. Bon, ça, c'est lié à la structure économique et au peu d'emplois dans le secteur formel. Ça sera évoqué tout à l'heure. Autre élément intéressant, ils ont pris en compte les notions de genre et ils ont constaté qu'il y avait une forte différence sur la durée de la jeunesse et cette désynchronisation des 3 étapes entre les hommes et les femmes. Mais ils ont constaté qu'il y avait un certain rapprochement de la situation des hommes et des femmes, notamment lié à une forte entrée des femmes sur le marché de l'emploi, formel ou informel. Donc, c'est des données qui sont une étude qui a été faite, la publication elle est de 2000, mais ces éléments sont très intéressants. C'est une étude qui est assez emblématique dans ce domaine-là. Ce qu'on observe aussi, c'est que les parcours des jeunes, donc ça c'est des travaux de sociologues, les parcours des jeunes sont sinueux, c'est des parcours en zigzag. Donc on passe du statut de jeune au statut adulte, on a une autonomie résidentielle, après on retourne chez ses parents. Donc il y a beaucoup de trajectoires sinueuses et complexes qui montrent que le parcours d'insertion est de plus en plus complexe et sinueux. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les jeunes, même les jeunes ruraux, ils passent de la ville à la campagne, de la campagne à la ville. Hein. On a des mouvements de balancier, recherche de financement en zone rurale, en zone urbaine, retour à la campagne pour pouvoir se lancer dans une activité agricole. Donc on a des parcours qui sont de plus en plus complexes et sinueux. Autre élément intéressant, c'est que c'est la mobilisation d'autres réseaux.
c'est que les réseaux familiaux ne jouent plus tout à fait les mêmes rôles en termes d'insertion et d'accès à des ressources, et que beaucoup d'autres types de réseaux sont mobilisés, notamment des réseaux religieux, des réseaux clientélistes, des réseaux politiques ou d'autres types de réseaux qui varient selon les sociétés. Et ces réseaux-là qui donnent l'accès à d'autres types de ressources, à des financements, à de la terre, à du crédit ou à d'autres types de capitaux. Donc on a à la fois un processus d'individualisation, mais on a aussi d'autres formes de sociabilité qui se développent. Il reste combien de temps ? Ah bon, ça va. Donc, ce parcours sinueux est un élément qui est important parce qu'il est à prendre en compte. Il est à prendre en compte dans les dispositifs et dans les politiques d'insertion des jeunes, comme on le répétera tout à l'heure. Le troisième point qui est à prendre en compte, qui est plus à une échelle un peu plus globale, plus de sociologie politique, dans une approche à la fois historique mais aussi d'histoire anthropologique, la place des jeunes un peu dans les constructions sociales et dans les constructions des États. On voit souvent que dans les phases où il y a de forts enjeux, des fortes mutations, que la question des jeunes est souvent mise en avant, instrumentalisée d'une manière ou d'une autre. Donc on voit souvent dans les phases de construction nationale, au moment des indépendances, les jeunes ont été investis dans les représentations et dans les discours d'une mission historique comme porteurs d'une modernité, c'est eux qui peuvent rompre avec les traditions et avec le passé, et aussi rompre avec l'ancienne puissance coloniale. Donc ça, c'est tout le discours et tous les changements politiques des pays nouvellement indépendants ou dans les processus de construction nationale. Bon, je prends l'exemple plus récent dans le cas du Mali dans les années 90, quand il y a eu des changements à cette période, changement de régime. Bon, on mettait en avant les jeunes, ont joué un rôle important dans la révolution, les jeunes, les femmes. Bon, c'est eux qu'on met en avant comme groupe social porteur de changement. Donc, bien sûr, maintenant, on peut parler des révolutions arabes et de tout ce qui se passe actuellement dans le monde et du rôle de la jeunesse telle qu'elle est mise en avant. Les jeunes sont victimes et objets d'instrumentalisation. Ils le sont par les pouvoirs en place et notamment par les pouvoirs africains. Les jeunes ruraux sont mobilisés dans des milices, quelle que soit leur nature, sur des bases ethniques, religieuses ou autres. Et ce phénomène qu'on évoque notamment dans le cas de la Côte d'Ivoire et dans d'autres pays actuels n'est pas nouveau. Les études d'anthropologie historique ont souvent montré que les jeunes ont été instrumentalisés par tous les pouvoirs, notamment africains. Et donc, d'après les travaux des différents auteurs, ils disent que cette manipulation, cette instrumentalisation des jeunes qui peut être forte dans ces sociétés correspond à un mode de gouvernementalité et de contrôle politique et social pour bon nombre d'États africains. Donc ça, c'est aussi une réalité qui pèse. Autre élément aussi, c'est la question de la prise en compte des jeunes dans les études. Et on constate que la question des jeunes est rendue visible quand elle devient problématique. Et elle l'a été dans les années avec la crise économique, notamment d'abord visible en milieu urbain. De nombreuses études ont vu cours. Il y a un réseau qui n'existe plus actuellement, qui s'appelait Marjouvia, qui a été créé dans les années 80, sur les jeunes marginaux en milieu urbain. Donc là, les jeunes perturbateurs de l'ordre public dans ces registres à la fois idéologiques, sécuritaires, moraux et culturels. Donc à la suite les jeunes comme problème, donc les jeunes sont devenus objets d'étude. Mais à cette période, les jeunes ruraux ne sont pas présents dans l'analyse, pas d'analyse sur les jeunes ruraux. Donc c'est plutôt dans les années 90, dans un contexte de crise et de conflits, notamment, je prends peut-être plus l'exemple de l'Afrique de l'Ouest à ce niveau-là, et aussi la question du conflit en Côte d'Ivoire, avec prise de conscience aussi du rôle des jeunes ruraux dans les conflits, notamment dans les conflits agraires, notamment en Côte d'Ivoire. Donc un certain nombre de travaux d'anthropologues ont été développés à cette période. J'évoque les publications d'Afrique contemporaine de 2005 sur les jeunes ruraux à la croisée des changements. Donc là, on a des travaux d'anthropologues qui ont été faits un peu sur la durée, et notamment sur différentes sociétés en Côte d'Ivoire, au Libéria ou au Bénin, avec des dynamiques et une analyse un peu fine sur l'émergence
des jeunes comme acteurs et leur rôle à la fois comme porteur de changement ou comme porteur de désordre selon les manipulations. Donc ce que les auteurs ont mis en avant, c'était que dans l'analyse, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient à prendre en compte et qui pouvaient varier fortement selon des contextes à des échelles différentes. Et ils ont appelé ça la notion de complexe socio-agraire local, voilà les jargons des anthropologues. Donc ce qu'il fallait prendre en compte dans l'analyse, c'est la nature des relations familiales, hein, le type, les structures de parenté et la forme qu'elles prenaient, les conditions d'accès aux ressources foncières qui sont extrêmement importantes, hein, la manière dont les jeunes peuvent ou non valoriser leur travail, la mobilité et l'émigration, qui est un facteur extrêmement important, puisque c'est un facteur d'autonomie et d'accès aux ressources pour les jeunes, d'accès ou pas, et qui évolue dans le temps. Et ce que les auteurs ont dit, l'ensemble de ces facteurs qui sont à analyser constituent un sentier de la dépendance et confèrent aux jeunes une marge de manœuvre plus ou moins grande. Et aussi une capacité d'investissement dans l'agriculture, dans les agricultures et dans l'agriculture familiale. Donc il y a un certain nombre d'exemples qui sont développés de manière assez approfondie que je ne développerai pas ici. Ce qu'on peut évoquer, c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui est peut-être le plus connu, hein, dans un contexte d'appui historique de l'État ivoirien à la colonisation foncière de l'Ouest ivoirien. Cette politique de colonisation foncière a été vécue comme une dépossession par les jeunes ruraux, notamment dans l'Ouest ivoirien et dans la société Gban qui a été utilisée par Chauveau. Et aussi, c'est à mettre en rapport avec les possibilités de migration. Et en fait, il y a eu, le conflit intergénérationnel a été très fort entre les jeunes et les aînés, notamment lié au contrôle par les aînés de la rente sur les migrants qui viennent justement cultiver les terres. Donc il y a un contrôle de cette rente par les aînés et une exclusion des jeunes à la fois de cette rente et aussi des terres. Donc le phénomène a été pas mal étudié. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les conflits en Côte d'Ivoire et avec toute l'instrumentalisation par les pouvoirs politiques ont été fortement alimentés par cette exclusion des jeunes du foncier et à la fois par une politique nationale et par ces relations, cette exclusion des jeunes du contrôle, d'un certain nombre de contrôles des ressources. Donc la nécessité de prendre en compte cette émergence des jeunes comme acteurs, mais aussi pas uniquement à une échelle locale, mais en lien avec les politiques nationales, et aussi sans doute avec la question de la reproduction des notabilités qui occupent le pouvoir central, et avec une compétition autour des ressources qui sont assez limitées, quoi. Donc ensuite, je passerai à ma deuxième phase, après cette présentation un peu plus qualitative à travers ces différentes entrées historiques, sociologiques et anthropologiques, qui met en évidence justement la complexité de cette prise en compte des jeunes. Il est important de rappeler un certain nombre de données plus quantitatives, démographiques et économiques qui concernent justement l'accès à l'emploi pour les jeunes. Donc quelques rappels. Perspectives démographiques et d'emploi pour les jeunes. Donc 3 points aussi à rappeler, importants. Pour l'Afrique subsaharienne, on est dans un contexte de transition démographique qui est à peine ébauché ou qui est très hétérogène selon les pays et ses conséquences un peu pour l'emploi. Donc la croissance démographique, donc c'est des éléments que vous connaissez mais qui sont importants à rappeler. Une croissance démographique en Afrique subsaharienne qui est considérable, avec une population qui a été multipliée par 5 entre 1950 et 2010, hein, de 200 millions à 1 milliard. Un taux de croissance de 3% jusqu'en 80, puis de 2,3%. Donc les projections sont une population de 2 milliards pour 2050. Donc la transition démographique inachevée pour 90% de la population d'Afrique subsaharienne, ou très très à peine ébauchée. Donc les conséquences pour l'emploi, c'est que si on considère, donc ça c'est sur la base de définition de la jeunesse biologique, on considère les jeunes, si on considère que les jeunes de 15 à 25 ans vont rentrer sur le marché du travail, on considère que sur la période de 2010 à 2050, la population active potentielle serait multipliée par 2, voire par 3 dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Donc les arrivées annuelles sur le marché du travail passeront de 17 millions en 2010 à 27 millions en 2030. Voilà des données qui sont importantes à rappeler.
Donc transition économique, et sur la question de la transition économique et la répercussion sur le marché de l'emploi. Donc là aussi, le schéma classique de la transition économique n'est pas, d'abord, il est questionnable en soi, et il n'est pas applicable, il n'est pas valide en tout cas pour l'Afrique subsaharienne. On parle d'impasse de transition. Donc en ce qui concerne les économies d'Afrique subsaharienne, sauf l'Afrique du Sud, l'économie est caractérisée par la prédominance donc, du secteur agricole avec des activités de subsistance, et par l'informel en milieu urbain. Le secteur formel étant peu développé et peu pourvoyeur d'emplois. Donc, quelques données. Le secteur agricole représente 20% du PIB et occupe 65% des actifs. Donc ça, c'est des données, je pense, pour 2005. Le secteur informel, pour sa part, représente 70 à 90% des emplois non agricoles. Voilà. Donc ça aussi, c'est des données importantes. La question des migrations est à évoquer. Elles jouent un rôle important parce qu'elles sont une réponse aux défis de cette transition démographique, avec des effets positifs sur le marché de l'emploi, mais aussi en termes de transfert de capitaux de tout type, hein, aussi bien matériel qu'immatériel. Hein. Mais malheureusement, on est dans un contexte... Alors, il y a des migrations interafricaines qui sont plus importantes, mais on est quand même dans un contexte de modification des migrations, et on dit que les migrations sont en panne. Alors, les migrations vers le nord, liées aux politiques restrictives des pays de l'OCDE, mais aussi aux fermetures des frontières de l'Europe depuis les années 2000. Et aussi, plus récemment, bon, ça concerne plutôt les pays sahéliens, hein, les effets négatifs des conflits et de l'insécurité sur les migrations, donc sur l'activité économique, donc sur l'emploi. Ce troisième élément à rappeler, croissance démographique en ville, une hausse importante des zones urbaines qui atteignent à peu près 40% de la population, je pense en 2005. Mais en même temps, le milieu rural continue à se peupler avec une hausse de 2% par an en moyenne. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est développement assez hétérogène et que la population rurale se développe notamment dans les périphéries urbaines qui sont mieux desservies. Donc là, il y a une concentration de population rurale périurbaine. Donc la question qui se pose et qui sera prise en compte, et notamment développée par Jérôme Coste en fin de matinée, donc le défi de l'accès à l'emploi concerne en grande partie le secteur rural, si on considère un peu ces données. Donc pour conclure rapidement, revenir un peu sur ces notions de jeunesse qui varient dans le temps et dans l'espace, à prendre en compte par rapport aussi à la question de l'accès aux ressources, la question aussi de la place qu'occupent les jeunes ruraux dans des sociétés en pleine mutation, sont des questions qui sont à rappeler, et notamment dans le contexte de définition de politique, surtout dans un contexte où on parle de politique publique, c'est-à-dire de politique construite avec l'implication des acteurs. Hein. C'est un concept qui est porté fortement par beaucoup d'acteurs et par les bailleurs de fonds. Donc politique publique, c'est-à-dire implication des jeunes dans ces politiques. Donc comment les jeunes émergent comme acteurs, hein, je crois que c'est un élément important. Deuxième élément, rappeler donc la complexité des trajectoires des jeunes, hein, parcours d'insertion sinueux. Donc ça sera évoqué à travers la manière dont les dispositifs prennent en compte cet aspect-là. Et voilà, donc le dernier défi, poids démographique que représente la jeunesse, défi pour les politiques agricoles. Merci, je m'arrête. Christian Fusilier, Agence française de développement. Donc c'était un des points qui est très intéressant et peut-être pas beaucoup abordé pour l'instant, c'est la façon dont les jeunes s'organisent eux-mêmes pour faire passer leur message à un niveau national ou au niveau de leurs organisations locales. Et donc, bon, sans doute il faut regarder ça aussi de plus près sur les réponses qu'on peut essayer d'apporter aux problèmes d'insertion et emploi. Donc je ne sais pas, Agnès, s'il est possible que tu dises quelques éléments complémentaires là-dessus, peut-être en Côte d'Ivoire. Est-ce que les crises sont aussi des opportunités pour que les organisations de jeunes s'affirment, se représentent, soient porteuses d'un message, à la fois au niveau politique, mais aussi au niveau peut-être d'inversion
de rôle. Tu as beaucoup parlé du poids des anciens, des captations du foncier. Est-ce que les crises sont aussi des opportunités pour que les jeunes renversent un peu les relations de pouvoir ? Effectivement, c'est une question qui n'est pas développée, que j'ai pas développée dans l'exposé, mais qui est mise en évidence par certains travaux d'anthropologues, notamment en Côte d'Ivoire, mais aussi au Bénin, sur les changements dans les zones rurales, processus démographique, dont c'est Pierre-Yves Lemeur qui avait travaillé là-dessus. Donc on voit comment les jeunes ont joué un rôle dans la vie politique locale. Alors c'est des jeunes qui étaient en migration, il y a eu des conversions, donc ils se sont regroupés par groupes de convertis et ils ont constitué un contre-pouvoir par rapport aux anciens et ils ont joué un rôle politique. Ils ont été élus après au niveau des élections locales et ils ont joué un rôle dans la vie politique locale. Bon, ça c'est des exemples, mais je pense qu'il y a plein d'autres exemples où les jeunes émergent tout à fait, comme acteurs de changement, faisant valoir leurs droits et voilà. Je pense que c'est essentiel, quoi. Tout à fait. Bonjour Cocard. Les jeunes apparaissent dans les crises Côte d'Ivoire et peut-être Mali, mais Côte d'Ivoire surtout, comme des éléments importants, non pas de recherche de cohérence, de participation et tout, mais comme acteurs, alors pour le coup en effet, de désordre dans les groupes paramilitaires. Et par conséquent, on peut rattacher ces comportements au problème d'accès aux ressources, mais est-ce qu'il n'y a que ça, et est-ce que l'introduction d'éléments plus, je sais pas, politiques si l'on veut, mais il faudrait les définir justement, ne permettrait pas de mieux comprendre cette espèce d'épidémie qui semble dans les moments de crise gagner beaucoup de cette jeunesse rurale certes, mais également urbaine. Merci. Oui, je crois de toute façon dans l'histoire des pouvoirs africains, hein, je crois que la manipulation, l'instrumentalisation de la jeunesse, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. C'est un mode de contrôle politique. Hein. Donc voilà, les travaux d'anthropologie historique mettent ça en avant. Et c'est vrai que l'insatisfaction de la jeunesse, c'est aussi c'est quelque chose qui est facilement manipulable. Et voilà, les jeunes exclus des ressources et du foncier sont facilement mobilisables dans des milices de toutes sortes. Moi, je ne connais pas personnellement le cas de la Côte d'Ivoire, mais les travaux font un peu le lien entre l'exclusion des jeunes de certaines ressources et puis la manipulation forte, notamment. Bon, c'est le pouvoir politique. Il y a peut-être une tradition forte en Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Hein. Bon, les anthropologues comme Emmanuel Terek ont travaillé sur l'histoire politique des royaumes Abron en Côte d'Ivoire, mettent déjà ça en évidence. Bon. Voilà. Je m'appelle Régine Gillet, je suis présidente de l'association Agir pour l'emploi des jeunes. Je suis française et originaire d'Afrique, donc du Cameroun. Donc ce portrait de la jeunesse a été brillamment présenté. Par contre, je constate, vu comme il a été fait, que ce portrait en fait s'adresse à une catégorie de jeunes. Quand on parle de la jeunesse en Afrique, on parle de la jeunesse de 54 États, mais il y a aussi plusieurs jeunes. Il faut segmenter. Donc les jeunes des zones côtières d'Afrique ont des problématiques différentes des jeunes des zones de la forêt ou des zones du Sahel. Par exemple, les jeunes qui habitent les zones forestières d'Afrique ne sont pas confrontés aux problèmes fonciers. Au contraire, leurs aînés, dont leurs parents confrontés à la question du vieillissement, leur demandent plutôt de rester à leur côté dans les villages pour pouvoir reprendre les terres, soit par héritage, soit par des lopins de terre déjà qui leur sont attribués. Il faut savoir qu'en Afrique équatoriale, on n'est pas confronté à la question de la rareté des terres. Donc quand un jeune grandit, automatiquement, surtout les garçons, hein, les filles évidemment sont exclues du partage des terres malheureusement, mais les garçons ont de facto un lopin de terre qui leur est attribué, et quand ils ont les moyens de se construire une maison juste à côté, une maison c'est souvent une case, à côté de la case familiale,
ils le font. Mais par héritage, ils récupèrent aussi les terres. Donc ces jeunes ont des problématiques d'insertion qui sont un peu différents des trois catégories des jeunes. Il est clair que votre présentation globale, évidemment, quand on est dans l'eau générale, concerne tous les jeunes d'Afrique. Mais peut-être qu'il faut segmenter sur ces trois types de jeunesse. Voilà, je vous remercie. Oui, juste, tout à fait. C'est-à-dire que, de toute façon, la question de la jeunesse, elle doit être contextualisée à chaque fois. Il faut analyser tous ces facteurs. Donc c'est ça, c'est-à-dire la question de l'accès aux ressources, aux fonciers, elle se pose de manière différente dans chaque contexte et c'est ça qu'il faut analyser. On ne peut pas généraliser. Voilà. Donc c'est vraiment des éléments d'analyse à prendre en compte plutôt, hein, qu'un portrait figé.